Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de presque 2 ans, et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah pour parler du désir d'enfant non réciproque et de ce qu'il se passe quand enfant il y a quand même, de la gestion d'un enfant quand sa carrière décolle, puis enfin de séparation. Salut Sarah! Salut Manon, Merci beaucoup d'enregistrer ce deuxième épisode avec moi. tout le plaisir est pour moi. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Louis, qui va bientôt avoir 2 ans et demi. J'habite en Normandie, dans une campagne rurale profonde, et je suis à la base ingénieure en informatique. Et récemment, j'ai changé de métier et je suis devenue plutôt commerciale. Quand est-ce que tu as rencontré le père de ton fils et comment est-ce que tu l'as rencontré? Alors, on s'est rencontrés il y a 15 ans, moi j'avais 16 ans, lui il en avait 21. Et en fait, on faisait de l'aviron de mer tous les deux. Et son club était venu nous filer un coup de main sur un événement qu'on organisait pour le Téléthon qui consistait à ramer pendant 24 heures d'affilée. Vous n'étiez Et pas dans le même club alors? non, 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 on n'était pas dans le même club, on habitait à une centaine de kilomètres d'écart. Et puis en fait, c'était pas censé arriver. Il y avait un de ses potes à lui qui était très attiré par moi, qui m'intéressait pas plus que ça, et ils ont fait le pari ensemble que c'était lui qui m'aurait. Et moi, j'étais en couple, avec quelqu'un, enfin, j'avais un petit copain à l'époque, avec qui ça n'allait plus trop et je cherchais juste une excuse pour le quitter, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment pas censé durer et puis, bah, ça a duré, 15 ans, quoi. Ah oui, le pas censé durer pour le coup, Mmh. Non, voilà, c'était vraiment un si à 16 ans, on peut appeler ça un coup d'un soir, c'était un peu l'idée, quoi. sacré coup d'un soir. Ouais, sacré coup d'un soir. Et quand est-ce qu'est arrivée ton envie de bébé? Elle est arrivée un peu tard. En fait, quand on s'est rencontrés, avec mon conjoint, donc moi j'avais 16 ans, j'avais pas vraiment envie d'enfant et lui il me disait toujours qu'il en voulait pas. Et puis, ben, on a fait notre vie ensemble, on a commencé à habiter ensemble, j'avais 22-23 ans, et puis, ben, on a acheté une maison et cetera, et la suite logique, en fait, un peu, c'est l'envie de bébé, mais au début, c'était une envie très théorique. Et de me dire que c'était la prochaine étape, quoi. On a habité ensemble, on a acheté, on a eu un chien et puis, ben, l'étape d'après, c'est un bébé, quoi. Ouais, plus par convention sociale, Voilà, c'est ça. Et lui était toujours contre, en fait. C'était vraiment un enfant, c'était pas dans il en avait vraiment pas envie, et moi, bon, ben, voilà, c'était pas une envie, forte, quoi. Et puis, tout d'un coup, alors je sais pas exactement pourquoi, je mets ça sur le compte des hormones. J'ai vraiment eu envie, d'un bébé, et j'ai même eu vite besoin, en fait, d'un bébé. Heu, c'est compliqué à expliquer, en fait, à faire comprendre aux gens qui ont jamais vécu ça. C'est que ta vie entière ne tourne plus que autour de, «Il me faut un enfant». Et moi, j'ai des copines qui sont tombées enceintes, à peu près, à ce moment-là, et j'ai fini par couper les ponts avec elles parce que je ne supportais pas, en fait, qu'elles aient un enfant et pas moi. Et quand elles ont accouché, j'ai arrêté de les voir complètement parce que j'avais une trouille, bleue. C'était de leur, kidnapper leur gamin et de partir avec, tellement j'avais, ce besoin d'enfant. ah oui, à ce point. C Ah oui, oui, c'était vraiment, c'était dans mes tripes, quoi, je supportais plus de voir des enfants parce qu'ils étaient pas à moi, quoi. Et ça, entre ce moment où tu as commencé à ressentir ce besoin très, très fort et par exemple ce que tu expliques là, l'arrivée des enfants de tes amis, il y a eu longtemps ou c'était aussi très, très rapide? Ça a été plutôt rapide, je dirais 6 mois à peu près, et plus le temps passait et plus j'avais besoin de cet enfant et je pensais plus qu'à ça. Et 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 du coup, comment tu as géré ça, derrière? ben, ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler à mon conjoint, je me butais à un non catégorique, et
Et en fait, c'était vraiment dur et je savais plus trop quoi penser. J'étais en train de me dire que, ben, finalement, mon conjoint serait peut-être pas le père de mes enfants et que, ben, l'horloge biologique, tourne et que, ben, j'allais avoir 30 ans et qu'il me fallait un enfant et donc il allait falloir que je change de conjoint, en fait. C'est un peu les idées qui me passaient par la tête, quoi. Et en fait, mon implant est arrivé en fin de vie, il fallait que je le change et j'avais vraiment pas envie de me relancer dans 3 ans d'hormones, même si je sais qu'on peut l'enlever, en cours de route, on va dire, mais j'avais vraiment pas envie de me relancer dans une contraception, durable parce que, ben, il me fallait un enfant, quoi. Donc j'ai discuté avec mon conjoint et je lui ai expliqué la situation. Lui, il était déjà au courant, en fait, que j'avais vraiment cette envie d'enfant et je lui ai dit: «Moi, je retire mon implant, j'arrête la contraception complètement. Puisque c'est toi qui en veux pas, c'est toi qui prends tes responsabilités». Ouais. Bon après, il a rien fait du tout, concrètement, il a pris aucune responsabilité, et moi pendant ce temps-là, ben, je suis tombée enceinte 3 fois, j'ai fait 3 fausses couches, très précoces, pendant le premier mois, quoi. Mais Ah oui, je suis sûre et certaine que j'ai fait 3 fausses couches, quoi. tu sûre et certaine parce que ça s'est jamais confirmé, Mais j'ai au jamais eu fait de prise de sang, j'ai jamais fait de test, mais j'étais vraiment très en retard. C'est en fait, j'ai fait la fausse couche le jour où je prévoyais faire les tests à chaque fois, quoi. d'accord, et tu les as vécues comment ces fausses couches? Seule, parce que comme je savais pas, comment en parler à mon conjoint, il a jamais été au courant, en fait. Donc j'ai vécu ça, très seule et en me disant en finissant par me dire que si ça se trouve, mon corps était en plus pas fait pour avoir un enfant, quoi. Donc quand tu as vraiment cette envie et ce besoin d'avoir un bébé à toi et que ton corps, refuse, c'est dur. C'est dur à vivre et puis, tu vois plus trop de raisons de continuer, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu De compliqué. continuer quoi? À espérer? À espérer, ouais, à espérer puis, de te dire: «Bah, finalement, c'est le destin qui m'a mis, sur, dans la vie d'un mec qui voulait pas d'enfant et parce qu'en fait, je pouvais pas en avoir, quoi». Ouais, Donc je vois. et en même temps, tu continues à avoir, ce besoin, qui est de pire en pire de te reproduire. Enfin, c'est bizarre cette manière de dire, mais c'est de vraiment avoir une descendance et quelqu'un à qui transmettre, tes envies, tes passions, voilà, c'est Oui, ce serait intéressant un jour d'essayer de décortiquer un peu, les raisons qui font qu'on d'un coup, du jour au lendemain, on a envie, besoin, c'est un sentiment que je connais aussi, d'enfant. C'est quand même assez, mystérieux. oui, oui, oui et ça n'existe pas en fait, enfin, après en discutant avec beaucoup de femmes, on se rend compte qu'on est beaucoup à avoir eu ce besoin impérieux d'avoir un enfant, mais quand on cherche sur internet, par exemple, et ben, ça n'existe pas. C'est c'est assez rare en fait que les gens en parlent. Donc on se sent aussi un petit peu seul à se dire, «Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Pourquoi j'en ai autant envie ou autant besoin?» et parce que c'était plus une envie là, on était vraiment sur du besoin, hein. Oui, je vois bien. Donc voilà, et donc mes 3 fausses couches, que j'ai vécues toute seule, et dont personne, tu es la 1re au courant, je pense, heu, C'est ça a un été un honneur. peu dur à vivre. Ça a été un peu dur à vivre, ouais. Et du coup, il y a une grossesse qui a fini par tenir? Oui, alors en fait, je l'ai découvert un peu, bizarrement. J'avais des cycles qui étaient quand même pas très réguliers, donc je m'inquiétais pas plus que ça et il y a un matin, mon chien, est venu se coller contre moi. Il était hyper câlin, hyper protecteur. Enfin, c'était vraiment un comportement bizarre, très bizarre et je me demande ce qui peut bien lui arriver et je me dis que quand même ça fait, mon cerveau fait des associations d'idées et je me dis que j'ai quand même du retard ce coup-ci. Donc j'avais chez moi des bandelettes, tu sais les bandelettes à 50 à 10 balles, sur Amazon là, Oui, je vois bien, oui. heu, qu'on a toutes chez nous quand on est en essai, je pense et donc j'avais ces bandelettes là, je fais un test et il est positif et donc je cours à la pharmacie, pour acheter un test, qui te donne la date en fait, présumée de conception et je fais ce test et il me dit, 4 semaines. Donc je sais si tu veux dans ma tête que j'ai passé la deadline des précédentes fausses couches.
et j'ai un feeling, je sais pas trop comment l'expliquer, que celle-là, c'est la bonne. Oui, En je vois. fait, je suis vraiment, j'y crois à celle-là. Et au moment où je fais mon test, que j'envoie à une copine en lui disant c'est positif, hein, un dit c'est positif. J'ai en même temps un énorme stress et une énorme appréhension parce que il va falloir que je le dise à mon conjoint, quoi. Oui, parce Et qu'il était toujours dans ce refus total. ouais, 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 il était toujours dans ce refus total. Alors j'avais eu un micro espoir quand il avait répondu à un copain qui lui demandait et pour vous et les enfants c'est pour quand? Il a dit on verra quand on en aura. Donc j'avais eu un micro espoir et puis en rediscutant avec lui, c'était juste pour se débarrasser du pote un peu collant. Donc voilà, lui, il était toujours vraiment dans l'idée que non, il voulait pas d'enfant. Donc j'emballe le test dans une petite boîte. Je calcule à peu près que mon enfant naîtrait au 14 juillet. Et sur l'heure de midi, je file à son boulot et je lui demande à lui parler. Enfin voilà, il était en train de manger avec ses collègues. J'y viens dehors, faut que je te parle. Il me dit oh, je suis en train de manger. Je dis non, non, viens, faut que je te parle. Et je lui donne la petite boîte. Et sur la petite boîte, c'était marqué qu'est-ce que tu fais le 14 juillet? Et quand il ouvrait, il y avait le test. Et donc il ouvre, il voit, il me fait ah, ben tu sais ce que j'en pense. Bon, ben moi je vais retourner manger avec mes collègues. Ah oui, c'est froid comme réaction. Oui, c'est très froid et je me dis bon, c'est peut-être le choc. Voilà, donc je rentre chez moi. J'ai beaucoup beaucoup de mal à bosser l'après-midi, t'imagines bien. Oui, Et je j'imagine, passe, oui. je passe ma journée à faire des recherches sur internet sur ce que je peux manger et ce que je peux pas manger pendant que je suis enceinte. Parce que je sais qu'il y a des interdits un peu. Donc voilà, je m'occupe comme je peux, mais je bosse pas, quoi. Et puis le soir, quand il rentre, il m'évite et il évite complètement le sujet. Donc je finis par l'asseoir de force un peu sur le canapé et lui dire faut quand même qu'on en discute. Et il me dit oui, ben tu sais ce que j'en pense. De toute façon, on le garde pas. Ah oui, il avait déjà pris sa décision. Pour vous Ouais, 2. lui, c'est ça. Et donc moi, je lui explique qu'il fait ce qu'il veut, lui, mais moi, il est hors de question que je le garde pas. Ça fait vraiment trop longtemps que je l'attends. Donc j'ai besoin et que je n'arrive pas à envisager de pas le garder. Ça faisait combien de temps que t'attendais? Ça faisait 1 an et demi, je pense, 2 ans que ça commençait vraiment à être très forte cette envie. Ouais, long, quoi. C'est long, ouais. Mais c'est pas 2 ans d'essai il y avait vraiment pas d'essai en soi, Oui, 2 ans pas d'envie. voilà, 2 ans d'envie. C'était pas une décision de couple en fait, d'avoir cet enfant. Donc voilà, c'est très froid. Pour lui, c'est clair qu'on le garde pas. Pour moi, c'est clair que je peux pas ne pas le garder. Donc je lui dis que moi, je le garde, mais que si lui, il en veut pas, je le comprendrai tout à fait et je lui demanderai rien. Tu lui as offert une porte de sortie. Voilà, je lui offre une porte de sortie qu'il ne prend pas et en fait, la conversation se termine un petit peu, bizarrement et puis, on n'en reparle plus, en fait. Pendant plusieurs jours, c'est comme si ça n'existait pas. Moi, j'ai des nausées, terribles. Je me nourris uniquement de pain au chocolat parce que c'est la seule truc qui passe, mais à part ça, ça n'existe pas. Donc c'est quand même dur. Lui, il réagit comment aux manifestations de ta grossesse? Ça n'existe pas. C'est vraiment, je gère ça toute seule parce que en fait, ma grossesse, pour lui, n'existe pas. Ah oui, il fait comme si de rien n'était? Comme si de rien n'était, comme si, c'était normal, enfin, comme s'il se passait rien. Quand je cours aux toilettes parce que je pense que je vais vomir, heu, rien, même pas un, «Ça va?» ou comment tu vas?» quoi. C'est vraiment ça n'existe pas. Blackout total autour du sujet. C'est ça. Je me suis sentie, en fait, très seule pendant ma grossesse parce que ça n'a pas existé, jusqu'à l'écho du T2, grosso modo. Heu, il était hors de question qu'on en parle à qui que ce soit. Alors on a fait les annonces, à la famille, le la fin du premier trimestre tombait à peu près à Noël, donc on a fait les annonces à Noël, aux familles, mais c'était les seules personnes qui étaient au courant au monde, on va dire. Ils Heu, étaient au courant de la situation? non, pas vraiment. C'était c j'ai pas non plus c'est compliqué de dire, «Je suis enceinte, mais il en veut pas et il fait comme si ça n'existait pas». Oui, Donc j'imagine. il y a eu quand même une grosse part d'incompréhension de mes parents, notamment de pourquoi est-ce que il était aussi froid.
mais ils en ont jamais parlé vraiment et ils se sont dit que je leur en parlerai quand j'aurai besoin d'en parler, quoi. Et le reste de ton entourage, ils ont bien accueilli la nouvelle? Oui, 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 la nouvelle a été très bien accueillie. Mes parents, comme sa mère, étaient ravis d'avoir un petit enfant, donc c'était cool. J'ai beaucoup pu compter sur ma sœur qui était très soutenante, même si elle connaissait rien de la situation et qu'elle elle-même n'a pas d'enfant, mais je pouvais un peu lui en parler en tout cas, mais voilà, ça s'est arrêté là jusqu'au 5e mois de grossesse, personne n'était au courant quasiment, quoi. À part, au boulot où je l'avais dit très tôt parce que je savais qu'ils avaient besoin de s'organiser pour me remplacer. Mais sinon, voilà, personne n'était au courant. Il y avait, ma famille, sa famille et mes proches, hein, donc les parents, frères et sœurs et puis, sa meilleure amie, qui est maintenant la marraine de mon fils. Ouais, Et c'est long 5 mois sans en et oui, parler à personne. c'est long et puis, en fait, on a eu, au mois de janvier, un peu après Noël, moi, j'avais déjà prévu des vacances avec, mes parents, qui étaient en Guadeloupe et lui, il voulait pas venir parce qu'il aime pas la chaleur et puis avec son boulot, c'était compliqué de partir 10 jours. Donc c'était prévu depuis, 1 an, depuis longtemps avant que je tombe enceinte, hem, que j'aille, passer 10 jours avec mes parents en Guadeloupe et avant de partir, je dis: «Écoute, j'en peux plus de cette situation, ça fait 3 mois et quelques que je suis enceinte, heu, je ne sais pas si tu as envie d'être là ou si tu as pas envie d'être là, donc pendant les 10 jours, je te laisse réfléchir et je te laisse prendre une décision, mais quand je rentre, je veux que ta décision soit prise. C'est-à-dire, soit tu es encore là et tu assumes, soit tu es plus là et je t'en voudrais pas et je te demanderai rien, mais il faut que tu te décides». Je lui ai laissé une deuxième porte de sortie, quoi. Oui, parce qu'au final, la première c'était plus une non-décision vu son comportement derrière. Oui, voilà et donc là, je lui ai dit, «I si tu restes, mais tu restes, pour être le père, quoi». Et je suis rentrée, donc j'ai passé des très mauvaises vacances. J'imagine, Et ouais. je suis rentrée, il était toujours là. Mais en fait, je me suis rendu compte, très vite que c'était encore une non-décision. Heu, Pendant encore 2 mois après ça, les la grossesse n'existait, toujours pas et je sais pas si, je pense qu'il y a une grosse part de psychologie là-dedans, mais je ne prenais pas de ventre. C'est-à-dire que les gens ne voyaient pas que j'étais enceinte. À 7 mois de grossesse? Jusqu'à 5 mois de grossesse, ouais. Ah oui, pardon, je me plante dans les dans le timing. Dans le timing, ouais. Jusqu'à 5 mois de grossesse, j'avais quasiment pas de ventre, et j'avais aucune manifestation extérieure de grossesse, en fait, et puis, il y a eu la T2, donc il m'a accompagnée quand même à toutes les échos. C'est les seuls, rendez-vous où je l'ai obligée à aller parce que j'avais pas envie d'apprendre des mauvaises nouvelles toute seule, on sait jamais et puis, à la T2, on a découvert qu'on attendait un petit garçon et là, moi, j'ai eu envie, et besoin un peu de le dire au monde que j'attendais un enfant, quoi. Donc j'ai fait une annonce, sur Facebook, en disant: «C'est un garçon», en le mentionnant et ça l'a beaucoup énervé parce qu'il recevait les notifs et qu'il avait pas envie de voir les notifs et cetera, quoi. Ah oui, ça Mais c'est faire l'autruche, d'une énorme manière quand même. ouais, 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 mais ça lui a quand même, un peu, déclenché un truc et il a commencé à voir que j'étais enceinte, quoi. Et là, du jour au lendemain, j'ai le ventre qui a fait «pop». Et qui est apparu, Bizarrement. d'un seul coup. Ouais, 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 c'est pour ça que je mets quand même ça beaucoup sur le compte du cerveau. Et le fait d'avoir su le sexe, généralement ça aide, les papas et pas que les papas d'ailleurs, à se projeter. Ça a rien changé? Si, je pense que ça a un peu changé, mais parce qu'il a commencé à le voir comme, un être, vivant qui existait, en fait. Oui, je Et vois, pas une potentialité, mais pas un bébé, mais ce bébé. voilà, puis sur la T1, on voit pas vraiment que c'est un bébé. Enfin, je veux dire, ça ressemble à une poche, et il y a 2-3, bouts qui dépassent, on te dit: «C'est les bras», elle fait: «Ah, c'est les bras, OK». Et puis, non, mais c'est vrai, Oui, c'est la vrai. première écho, faut savoir que c'est un bébé, quoi. Autant sur la deuxième, on commence vraiment à voir un petit être humain, quoi, avec des vrais membres qui commencent à être formés, ça permet de se projeter un peu plus, même moi, quoi. Donc voilà et pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai quand même été,
pas mal accompagnée, partir de fin janvier, je pense, en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur un forum, qui est plutôt, féministe, on va dire, avec une communauté, de nanas, hyper, sympathiques et toutes plus bienveillantes les unes que les autres et ça a Je été ma je ne oui, peux que plus soyer vu que c'est important de dire que c'est là que nous nous sommes rencontrés. c'est ça et ça a été ma bouée de sauvetage, en fait, je pense, dans ma grossesse parce que c'était les seules personnes à qui je pouvais en parler pendant très longtemps, de ma grossesse et de mes questionnements et de mes états et cetera. Donc voilà, un gros, gros big up, au forum Rocky, parce que ça m'a sans doute sauvé ma grossesse, voilà. Qui n'existe malheureusement plus. Non et puis, voilà donc jusqu'à la T2, ça n'existait pas. À partir de la T2, ça a commencé à exister, mais c'est pas pour ça qu'ils s'impliquaient. J'ai fait tous les achats, de naissance, toute seule. J'ai fait tous les choix, de tout ce qu'il fallait, prévoir, toute seule. Donc vraiment, voilà, c'est la grossesse enfin, en fait, l'enfant existait, mais pas la grossesse, quoi, on va dire, toujours pas. Ouais, tu aurais été célibataire, ça aurait rien changé. Ça aurait peut-être même été plus simple par moment, parce que là, j'attendais quand même son avis sur, le lit qu'il fallait qu'on prenne ou Ouais, des choses ou la essayer poussette. de l'impliquer. J'ai essayé de l'impliquer et il voulait pas s'impliquer donc si j'avais été toute seule, j'aurais pris mes décisions toute seule et j'aurais attendu personne. Que là, je l'attendais et sans qu'il arrive, quoi. Ouais. Donc c'est ouais, j'aurais été seule, ça aurait été plus simple, je pense. Et cette fin de grossesse? Et ben, alors, la fin de grossesse, physiquement, se passe très bien. J'ai fait une menace de pré-éclampsie, 1 mois avant d'accoucher. Donc je me retrouve à être tous les 3 jours pour me faire, des examens, d'urine et de pression sanguine, chez les sages-femmes. Mais à part ça, je suis en pleine forme. Alors c'est la canicule même en Normandie, donc je ça commence à être pesant. J'ai pris 24 kilos pendant ma grossesse, donc j'ai quand même 24 kilos à porter en plus. Il fait chaud, mais je monte, le lit, évolutif, toute seule, et la veille de mon accouchement, je suis en train de tailler les chez moi, quoi. En Mais forme, quoi. ouais, en pleine forme, mais j'en ai marre. Mon col, est ouvert à 1 depuis 1 mois. Heu, dans le physique suit, mais j'en ai marre, quoi. Il faut que j'accouche. Et l'approche de l'accouchement, ton mari, ça comment ça se passe? C'est pareil, ça va jamais arriver. Il y a Ah plusieurs oui, fois où je lance la discussion sur les prénoms, parce qu'il faut quand même qu'on trouve un prénom, c'est à cet mieux. enfant qui va naître, voilà. Mais ben, il me répond toujours qu'on a le temps et que c'est pas pour tout de suite. Lui, il a en tête, mon terme officiel, par les sages-femmes, c'est le 28 juillet. Donc il a en tête que de toute façon, avant le 28, je peux pas accoucher Ah oui, d'accord. et que j'accoucherai le 28 et ça l'arrange bien parce que lui, le 28, il est au boulot, donc ben, il pourra pas être là, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça dans sa tête. Ah oui, tu penses qu'il t'aurait laissé accoucher toute seule? Ah oui, bah, en fait, il a un boulot qui est un peu particulier où, il travaille à la mer, donc en journée, il est pas à terre, heu, donc s'il est en mer quand j'accouche, je sais que j'accoucherai toute seule. Ah oui, d'accord, OK. Heu et puis il a pas vraiment envie, on le sent, de faire ce qu'il faut pour, pas être en mer, au moment où je dois accoucher, quoi. Ça l'arrange bien de pas être là, je Oui, pense. oui, OK. Donc voilà, on a le temps. Quoi qu'il faille prévoir, on a le temps puisque c'est le 28 que j'accouche, quoi. Et finalement, tu as accouché quand? Et finalement, et ben, j'ai accouché le 14 juillet et la veille au soir, on est chez ma belle-mère, et puis j'arrête pas de lui répéter que de toute façon j'accoucherai jamais, j'en ai marre, ça n'en finit jamais Fin de grossesse classique. et ouais, voilà et dans la nuit du 13 au 14, sur le coup de, 3:30 du matin, j'ai une contraction qui me réveille. Alors ça fait 15 jours, 3 semaines que je fais du faux travail donc je suis un peu blasée. Et puis j'en ai marre des contractions qui me réveillent en plein milieu de la nuit. Mais celle-là, elle est un peu plus forte, et elle m'empêche de me rendormir. Et puis, il y en a une deuxième qui arrive au bout de 20 minutes, qui est forte aussi. Donc là, je décide de prendre,
passe-fond Doliprane pour essayer de me rendormir un petit peu, quoi. Et ça passe pas. Ça passe pas et puis les contractions sont de plus en plus douloureuses, mais c'est encore, largement, gérable toute seule, quoi. Donc je me dis: «Cet épisode de faux travail, il est quand même balèze, donc je vais aller me faire un bain». Il est 5 heures du matin, tant pis, ça va peut-être réveiller un peu mon conjoint que j'essayais de pas réveiller parce que c'était sa seule journée de congé de tout l'été. Donc comme quoi, le cerveau travaille quand même, Oui, et quand là, même pas j'avoue mal. que Donc je me fais un bain, il est 5 heures du matin, je me fais un bain et ça passe pas. Les contractions sont de plus en plus fortes, mais c'est toujours gérable. Moi, on m'a dit, que de toute façon, tant que c'était gérable à la maison, fallait gérer à la maison et ma plus grosse hantise, en fait, de toute ma grossesse, c'était d'accoucher chez moi. Parce que la maternité la plus proche est à 45 minutes de route. oui. Ah bah, la campagne profonde, hein, voilà. Donc et tout le monde, toute ma grossesse m'a dit: «T'inquiète, c'est un premier, il y a 8, 12 heures de travail, tu auras largement le temps d'aller à la mater, donc tant que tu gères chez toi, tu restes chez toi». Donc là, je sens que c'est gérable, je suis dans mon bain, j'ai un peu mal, mais c'est gérable. Mais je commence à me dire que c'est peut-être le bon moment, quoi. Et puis il y a 2-3 contractions un peu plus fortes, que les autres qui arrivent, donc je me dis: «Je vais quand même appeler les sages-femmes à l'hôpital pour, savoir ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je peux encore rester chez moi un peu ou est-ce qu'il faut que je vienne?» Donc je me lève parce que j'ai oublié le dossier, dans ma voiture et le numéro des sages-femmes est dans ma voiture. Donc je resitue le contexte, c'est la campagne profonde, les premières habitations, c'est 150 mètres. Donc je sors de chez moi, je sors du bain, je dégouline, et je vais à ma voiture, je suis à poil, quoi. Donc je récupère le dossier et en revenant, une contraction énorme. Je suis dans mon salon et je hurle et ça réveille mon conjoint qui m'a dit après: «On dirait un cochon qu'on égorge». Ah, sympa. Ah ouais. Et il me dit: «Ça va?» Je dis: «Ah, c'est dur là, c'est dur». Donc je retourne me mettre dans le bain, c'est remonter les escaliers, c'est difficile et je lui dis: «Appelle quelqu'un, je pense que là, il faut qu'on aille à la mater». Parce que lui, il n'a pas le permis, donc c'était sa meilleure amie qui devait nous emmener. Et puis, il y a eu une contraction un peu plus forte et là, je le sens qu'il pas serein parce qu'il voit que je suis pas bien. Donc au lieu d'appeler sa meilleure amie, il appelle le 15 pour que ce soit une ambulance qui vienne me chercher. Plutôt bon réflexe. Ouais, plutôt bon réflexe, et je suis bien contente qu'il l'ait eu, avec le recul. Et Donc il était quelle heure, là? il est, 6 heures du matin, Et la première contraction, c'était? 3 heures et demie. D'accord, donc Ouais, rapide. plutôt rapide, quoi. Et donc il appelle le 15 qui lui dit: «Bah, emmenez-la à la mater». Donc il explique qu'il a pas le permis. Bon, bah, on vous envoie une ambulance. Et puis, on attend l'ambulance et 3 minutes après, il y a le téléphone qui sonne et 5 heures, enfin 6 heures du matin, un dimanche matin, c'est quand même, rare, quoi. Donc mon Oui, c'est conjoint sûr. ouais, mon conjoint décroche, puis un numéro qu'on connaît pas. Mon conjoint décroche et en fait, c'est le médecin du SAMU qui rappelle et qui lui dit: «Mais c'est votre femme que j'entends crier derrière comme ça?» Il dit: «Bah, oui». «Mais ça fait longtemps qu'elle crie comme ça?» Il dit: «Ben, ça fait, 1/4 d'heure, 20 minutes, quoi». «Ah oui, mais je vais peut-être vous envoyer le médecin du SAMU aussi, on sait jamais». Et donc le SAMU est basé au même endroit que la maternité, donc 3/4 d'heure de route et 1/4 d'heure plus tard, je vois débarquer le médecin du SAMU, donc Il a conduit vite. il a conduit un petit peu vite, ouais. Et donc il arrive avec une infirmière et puis en même temps, les ambulanciers qui venaient de la petite ville d'à côté, donc 1/4 d'heure de route, arrivent en même temps. Tout le monde arrive en même temps. Tout le monde débarque dans ma salle de bain. Moi, je suis dans ma baignoire, j'ai le médecin du SAMU qui est resté avec moi pendant 1/4 d'heure pour m'aider à respirer parce que comme mon conjoint avait fait aucune des séances de préparation à l'accouchement, heu et que moi, j'étais plus en état de me souvenir de ce qu'il fallait faire, hein, clairement. Oui. Donc il m'aide à respirer, il m'aide à m à me détendre un petit peu, autant que faire se peut, quoi. Tu savais ce qui était en train de se passer, là, à ce moment-là? Là, oui, là, je me dis: «C'est le moment». Enfin, c'est aujourd'hui que j'accouche, quoi. Et c'est oui, aujourd'hui, mais surtout, Mais pas là, maintenant. C'est tu ouais, t'attendais à c'est aujourd'hui, ça y est, c'est l'accouchement, mais je suis toujours dans ma tête que, il y a 8-12 heures de travail et je me dis, p ben, 8-12 heures comme ça va être dur, ça quoi, pique. ça pique. Alors j'avais un projet de naissance qui était quand même très basique, c'était que je voulais pas souffrir. Donc j'étais partie sur la péridurale, heu, c'était pas négociable, en fait, si tu veux. Moi, je voulais ma Ouais. péri.
Donc voilà, tout le monde débarque dans ma salle de bain. Ça fait, mon conjoint est obligé d'enfermer le chien qui est complètement paniqué parce que on est passé de 2, dont une qui crie en permanence, à 6 du coup. Et donc ils m'aident tous à sortir de la baignoire et le médecin dit: «Ben, avant qu'on parte, je voudrais quand même vous ausculter». Donc je m'installe dans mon lit dans ma chambre et puis il met deux espèces de champs opératoires pour essayer de protéger un petit peu le lit, le sol, enfin, voilà. Mais je suis trempée, enfin, c'est n'importe quoi et il regarde et il me dit: «Ah, ben, on va pas partir». Comment Ce ça? A de Ouais. l'angoisse. Comment ça, on va pas partir? Ben, c'est-à-dire que là, je vois la tête, madame, vous êtes en train d'accoucher. Oui, ça, Ah je sais bien que oui! je suis en train d'accoucher, mais il dit: «Non, non, mais c'est maintenant, là». «Oui, mais ma péridurale?» «Non, là, on n'a pas le temps de la péridurale». «Oui, mais moi, je voulais ma péridurale». A priori, on m'a raconté après que je les ai fait chier pendant tout le temps avec ma péridurale que j'aurais pas. Ouais, tu t'es focalisée sur quelque chose C'est ça et moi, pour il me y aller. fallait ma péridurale. C'était le seul point de mon projet de naissance, c'était la péridurale. Donc et il me dit: «Non, non, là, on n'a pas le temps. Même si je vous passais la péridurale maintenant, si j'en avais une sous la main, elle ferait effet trop tard, quoi». Je dis: «Mais je vais accoucher là». «Bah, oui, on n'a plus trop le choix». Donc il retourne dans sa voiture chercher ce qu'il faut, et mon conjoint a pour mission de mettre à chauffer des serviettes de toilette parce qu'il faudra des trucs chauds pour quand le bébé sera sorti. Donc on s'installe, il me met une espèce de serviette un peu plus grande sous les fesses, qui protège mais rien du tout, et puis il me dit: «Ben, on va y aller». «Mais ma péridurale!» «Non, non, mais il faut arrêter avec la péridurale, on peut pas». Et donc mon conjoint fait des allers-retours, pour mettre des serviettes à chauffer dans le sèche-serviette. J'ai 2 ambulanciers dans le couloir qui sont un peu paumés et qui savent pas ce qu'ils foutent là. Qu'on qui attendent quoi juste et donc un médecin et une infirmière qui sont à côté de moi. Je broie la main de l'infirmière à chaque contraction et mon conjoint finit par s'installer, près de moi dans le lit, mais un peu à l'arrache parce que c'est pas fait pour un lit, en fait. Oui. Heu, voilà et puis, ils m'expliquent que, à la prochaine contraction, il faut que je pousse. Sauf que, bah, je sais plus du tout comment on fait. La sage-femme m'a expliqué, mais voilà quoi, donc la première poussée, elle ressemble à rien. Et donc là, il est 7 heures, 7 heures quoi, le temps de tout ça. Tout ça, ça s'est déroulé en 1 heure. Ouais, moins d'1 heure, je pense, entre le moment où on a appelé, le SAMU et le moment où on me dit, «C'est maintenant et puis il faut pousser», il y a moins d'1 heure, quoi. Waouh! Donc je pousse la première fois, l'infirmière me dit: C'est super, ça marche vachement bien» et là, je me retourne vers mon conjoint et je dis: «Bah, faut peut-être qu'on choisisse un prénom maintenant». Il y a plus le temps. Parce que là, je crois qu'il faut. Et donc on choisit très vite le prénom, ça c'est presque une évidence en fait, et c'est Louis, voilà. Mon fils, s'appellera Louis et je pousse une deuxième fois, je pousse une troisième fois et Louis est là, voilà. Donc Rapide jusqu'au bout. ouais, rapide jusqu'au bout, mon conjoint, heu, coupe le cordon. Je suis pas sûre qu'il ait vraiment eu envie de le faire, mais le médecin lui a pas vraiment laissé le choix en fait. Il dit: «Monsieur, vous coupez le cordon», donc il a pas osé dire non et il l'a fait. C'est comme ça que je le ressens moi. Et puis, la course contre la montre, des serviettes chaudes, recommence et donc il m'amène, un tas de serviettes de toilette chaudes pour, envelopper mon fils, pour m'envelopper moi. Ils prennent les constantes et cetera, donc mon fils est né à 7h22. Donc voilà, première contraction à 3h30 et à 7h22, Louis était là. Merci les 8-12 heures du premier accouchement. Oui, 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 je je leur en veux un peu aux sages-femmes, hein, c'est clairement qu'ils m'ont dit que j'avais largement le temps d'aller à la mater. C'est vrai Et qu'on ne dit pas assez qu'il y a quand même, c'est pour la plupart d'entre nous, ça, mais c'est pas tout le monde non plus, quoi. bah, c'est une moyenne, hein, donc s'il y en a qui mettent 24 heures à accoucher, forcément il y en a qui mettent 3 heures, quoi. C'est ça. Et donc constante et cetera et le médecin m'explique que pour l'expulsion du placenta, il préfère le faire à la maternité. On a un petit peu de temps pour y aller, parce que c'est pas forcément, mais que c'est là qu'il y a le plus de risques en fait d'hémorragie et cetera. Donc on n'attend pas et on file à la maternité. OK,
Moi, de toute façon, je suis un peu pas dans les vapes, mais je plane, quoi. Ouais, oui, le niveau d'endorphine devait être au max. Ouais, c'est ça. Et puis, donc là, les ambulanciers sont un petit peu contents parce qu'on sent que ça y est, ils servent à quelque chose, quoi. Et donc, ils vont chercher le brancard. Le brancard passe pas dans mon escalier parce que je suis à l'étage. Donc ils rangent le brancard, ils vont chercher une chaise. Ils montent avec la chaise et là, ils sont bien embêtés parce qu'en fait, la chaise, ça rentre pas dans ma chambre. Vu la disposition, ils peuvent pas venir me chercher jusque sur le lit. Donc il y a l'ambulancier qui me dit je suis vraiment désolé, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire 3 pas pour venir jusqu'au couloir euh, pour qu'on vous mette dans la chaise? Je dis bah oui, mais c'est quoi l'idée? Il dit bah faut qu'on aille dans l'ambulance. Ah bah bougez pas, on va y aller dans l'ambulance. Et du coup je me lève et je me casse. Et je vais à pied jusqu'à l'ambulance. Il y a le temps de descendre des escaliers, de traverser ma maison, et puis ils sont pas garés juste à côté de la maison, donc il y a 150 mètres, quoi. Tranquille, Tranquille. Et là, je avec vois encore tout. le placenta à l'intérieur. Ouais, 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 mais je vois tout le monde qui me regarde avec des grands yeux, la bouche bée. Je dis, mais ça va? Bah oui, ça va. On me dit d'aller dans l'ambulance. Moi, je vais dans l'ambulance. Donc j'étais shootée aux hormones de endorphine, adrénaline. Je pense que enfin, c'était un cocktail magnifique. Ouais. Donc je vais dans l'ambulance et puis ils m'aident à m'installer, mais j'ai pas besoin d'eux. Je m'allonge, je referme la ceinture de l'ambulance, enfin du brancard moi-même. Enfin, voilà quoi. On m'enveloppe dans une couverture de survie avec mon bébé et ils mettent le chauffage à fond parce qu'on est tous les deux à poil en fait. Donc le chauffage est à fond. Et là, je sens le médecin du SAMU et l'infirmière qui était montée à l'arrière avec moi qui transpirent de plus en plus à grosses gouttes et qui commencent à se déshabiller parce que moi, j'ai pas chaud, mais eux, a priori, ils sont en sueur, mais un truc de fou, quoi. Et Et ils sont pas tout nus. non, eux, ils sont pas tout nus. Et puis le médecin me dit, surtout si vous sentez que ça pousse, vous me dites, parce que voilà, autant vous expulser le placenta chez vous, il y a un petit peu de risque, mais ça va, expulser le placenta sur le bord de la route, on va essayer d'éviter, quoi. Je dis, ouais, ouais, si on pouvait éviter. Et à un moment, ça pousse, donc je lui dis, et là, il donne des grands coups dans la vitre qui sépare les conducteurs. Et je sens l'ambulance qui accélère d'un coup. Et mon conjoint qui était assis à l'avant avec les deux ambulanciers me dit on est monté à 180 sur les routes de campagne. Ah ouais, il Donc y avait plus le temps là. il n'y avait plus le temps. Donc on arrive à la mater qui était déjà prévenue, qui m'attendait. Il m'installe dans une salle de naissance et puis l'expulsion du placenta, c'est 3 minutes après, quoi. Ah oui, c'était là, maintenant, tout de suite. C'est ouais, voilà, fallait Waouh. pas traîner. Donc voilà. Et là il est 8h du matin, quoi. Et dans tout ça, la rencontre avec ton bébé? Je m'en souviens pas tellement en fait. Je me souviens vraiment de tout le contexte euh, autour, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir rencontré mon enfant encore, quoi. Ouais, tu trop dans ce qui se passe et Ouais, l'action. c'est ça. Et par contre, une fois qu'on est dans la salle de naissance, donc ils mettent Louis en peau à peau avec son père le temps qu'il m'ausculte et qu'on expulse le placenta, qu'il vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas d'hémorragie, etc. L'infirmière me dit il y a une petite éraillure, je vais quand même vous faire un point, mais c'est vraiment parce que vous êtes là, mais vous auriez pu faire sans. Et ensuite, à ce moment-là, je rencontre mon fils, en fait. Ils me mettent mon fils sur moi, qui cherche le sein, qui vient téter. L'allaitement, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, donc contente, ça se passe super bien et j'ai pas mal. Enfin, ça me paraît vraiment naturel, en fait, quand ça arrive. C'est Et là, chouette. je vois mon enfant pour la première fois, en fait. J'ai vraiment l'impression de l'avoir découvert 1 heure après sa naissance, quoi. Ouais. Et donc, on attend. On attend parce qu'en fait, tout va bien. Il m'amène un jus de fruits parce que je suis quand même un peu naze. Ah bon? C'est un petit peu fatigant. J'ai pas eu le droit. J'avais hyper soif pendant que j'accouchais et j'ai pas eu le droit. Le médecin voulait pas prendre de risque, donc mon conjoint m'avait vaporisé un brumisateur dans la bouche discrètement de temps en temps, mais voilà, et j'ai super soif et puis j'ai un peu faim, donc il m'amène un petit déj. Et puis là, ils me disent, vous vouliez une chambre simple, enfin, privée, quoi. Je dis, bah oui. Ah bah je suis désolée, il nous reste plus qu'une chambre et c'est une double. Et il reste plus qu'une place en fait dans le service. Tout le monde a décidé d'accoucher le 14 juillet. C'est pour les feux d'artifice. C'est ça, c'est pour être sûr d'avoir un feu d'artifice pour l'anniversaire. Donc je dis bon bah tant pis, de toute façon je prends ce qu'il y a, je vais pas rester dans le couloir, quoi. Et quand ils viennent me chercher, ils me disent bon ben finalement la dernière place a été prise, donc on vous met dans un autre service.
Et donc, je vais au service gynéco, dans une chambre qui n'est pas du tout faite pour maternité. Quelle est la différence? Bah, en fait, dans une chambre de gynéco, il n'y a pas tout ce qui est table à langer, il n'y a pas de berceau, il y a rien. Donc, Ah bah oui. il m'amène une table à langer roulante avec un carton avec tout le matos. Il m'amène un berceau. Enfin, voilà, il m'amène tout, mais on sent que c'est pas fait pour. Et en fait, j'ai été très bien dans cette chambre parce que je suis loin de tout le service et notamment des autres pleurs des bébés. Quand je me promène un petit peu pour marcher dans le service, je me rends compte que ça pleure de partout tout le temps. Et moi, je suis bien tranquille à l'autre bout du couloir avec ma chambre toute seule et mon fils. Voilà. Et donc, on arrive dans cette chambre. Il fait pas chaud par contre parce que les services de maternité sont plus chauffés que les autres. Donc, il fait pas très chaud même pour une canicule. Parce que c'est toujours la canicule. C'est Et toujours le 14 juillet. c'est toujours le 14 juillet, ouais. Et donc, la canicule a duré quand même 4 jours hein, en 2019. Ah Donc, oui. ah oui, oui. Donc voilà, c'est la dernière journée de canicule, mais j'ai pas chaud dans la chambre, donc il me pousse le chauffage à fond. Enfin, on s'arrange quoi, en fait, on fait avec. Mais ça va. Moi, je vais super bien. Je suis en pleine forme, j'ai mal nulle part, j'ai pas de courbatures, tout va bien. Donc mon conjoint reste avec moi cette journée-là. Enfin, il fait un saut quand même à la maison avec son frère pour récupérer la valise de maternité qu'on avait complètement oublié d'emmener, dans lequel il y avait notamment les premières fringues de Louis, normalement. Ah oui, du coup, ils l'ont habillé avec du Bah, ils stock l'ont à eux? habillé avec du stock à eux, ouais. De toute la première journée, il a été avec du stock à eux parce que nous, on est partis les mains dans les poches un peu. Dans la précipitation, on est parti avec rien, quoi. Donc, il retourne chercher mes affaires à la maison. La grosse moitié de mon sac me servira jamais puisque c'était des trucs pour accoucher. J'avais tout bien préparé, hein, de trucs pour accoucher. Bon, bah, ça m'a jamais servi. Mais voilà, il revient avec des fringues pour moi et puis toutes les fringues que j'avais préparées pour Louis, quoi. Et il passe la journée avec moi et sur le coup de 5-6 heures, il rentre dormir à la maison. On lui a jamais proposé de rester à la mater, il a jamais vraiment demandé non plus, quoi. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que son boulot est quand même très compliqué, surtout l'été. Donc son patron lui laisse pas les 3 jours de congé qui sont normalement obligatoires. Il lui laisse, dans sa grande bonté, 3 après-midi. Ah oui. Voilà, donc donc j'ai accouché un dimanche, il a le lundi, le mardi et le mercredi après-midi où enfin, Pour venir il à ne la doit pas maternité. travailler. Et sauf qu'en fait, ben, le lundi, il vient pas à la maternité parce qu'il passe toute la journée à nettoyer la maison. Ouais. Parce qu'on est parti quand même précipitamment le dimanche, je venais d'accoucher, et un accouchement, c'est pas très propre, on va dire. Oui, Donc, c'est moins qu'on et puisse dire. voilà, il y a toutes les serviettes qu'il avait mis à chauffer qui sont à relaver, donc ça fait un paquet de lessive. La couette du lit, la housse de couette, il la lave comme il peut, mais on sera obligé de mettre la couette au pressing et elle n'a jamais vraiment été récupérée. Il y a encore des traces de sang et de bétadine dessus. Et puis, il faut qu'il nettoie le sol parce que ça a commencé à sécher et si on veut le revoir le sol, c'est maintenant, quoi. Ouais. C'est un parquet dans ma chambre. Ah oui, Donc, en plus. ouais, on fait ça bien, quoi. Et donc, voilà, le lundi, il passe l'après-midi en fait à nettoyer la maison et à essayer de la remettre un peu présentable. Le mardi, il vient à la maternité, mais il va rester 2 heures, je pense. Et le mercredi, moi, je sors. Donc, c'est mes grands-parents qui me ramènent à la maison, donc il vient pas non plus, quoi. T'as Euh, passé 3 jours seul. j'ai passé 3 jours seul. J'ai mes parents Enfin, qui sont seul passés avec 2 heures. Louis. Oui, seul avec lui, mais voilà, j'étais quand même très seule. J'étais en pleine forme. Je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais là. C'était long. C'était très long. Ouais. Parce que tout allait bien, quoi. Donc voilà. C'est ma, ma visite, enfin mon accouchement et ma visite à la maternité auraient, ont été rapides et en même temps longs. L'accouchement a été très rapide et la mater a été très longue. Pourtant que 3 jours, hein, mais voilà. Ouais, mais oui. Bah, quand tu es tout seul et que tout va bien et que tu comprends pas pourquoi ils ont besoin de venir te réveiller toute la nuit pour te prendre ta température, bah, je veux dire, ça va, quoi. Je vais bien. Je suis en pleine forme. Moi, j'allais me promener avec mon fils.
Mais le lendemain de l'accouchement, on a fait 3 fois le tour de l'hôpital, je pense. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Et t'avais, à part tes parents, personne n'est venu? Mes parents, le frère et la sœur enfin le frère et la copine de mon conjoint. Ma belle-mère est venue aussi, enfin la famille très proche est venue. Mais en fait, on habite quand même à 45 minutes. Tous nos potes sont à 3/4 d'heure de la mater sur des journées de boulot. Ouais. Donc je m'attendais pas non plus à voir des gens, quoi. Donc j'ai pas mal regardé la télé. Je me suis occupée de mon fils, hein, mais il était cool aussi. Il dormait. C'est d'ailleurs les dernières fois où il a dormi, pas avant très longtemps, mais il dormait. Moi, ça allait. Et puis quand il dormait et que moi je m'ennuyais, je le mettais dans son berceau et puis on allait se promener. Je le poussais. Voilà, on faisait des tours d'étage parce qu'il fallait que je bouge. Moi, j'en pouvais plus d'être allongée dans un lit. Surtout si t'allais super bien. Et du coup, Bah oui. t'es rentrée le mercredi? Ouais, je suis rentrée le mercredi. Donc mon conjoint était là puisque c'était sa 3e demi-journée où il travaillait pas. Et là, je me rends compte qu'en fait, la maison est pas forcément prête à accueillir un bébé. Euh, En fait, il a rien préparé, quoi. Tout, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais fait avant était là, mais il restait quand même quelques petits trucs à faire. Et puis des questions logistiques, notamment manger. Nous, adultes. Je pensais quand même qu'il aurait profité de ces jours-là pour aller faire des courses. Et c'est pas le cas, quoi. Je rentre et on n'a pas de quoi manger. Enfin, Il a juste nettoyé et le reste du temps, rien. ouais, je pense qu'il a joué à la console. Ouais. D'accord. Donc voilà, j'arrive, je rentre le mercredi, et lui, il dit de toute façon, à partir de demain, moi, je reprends le boulot. Et ses horaires l'été, c'est à peu près 7 heures du mat, 9 heures du soir, quoi. Ah Donc, oui, ça fait des sacrées journées. ouais, ça fait des sacrées journées. Et donc, moi, je sais, mais je le savais très bien hein, quand j'ai calculé à quel moment j'allais accoucher au tout début de la grossesse, que j'allais passer beaucoup de temps toute seule à gérer mon fils toute seule. Donc, il retourne au boulot le lendemain. Et parce que lui, ça lui vient même pas à l'idée de prendre les 10 jours supplémentaires. Ça n'existe pas, quoi. Oui, ceci dit, c'est comportement logique au vu de ce qui se passait Mmh, avant, quoi. voilà. Donc, Enfin, dans lui, la il retourne au continuité. boulot. C'est ça. Lui, il retourne au boulot. Et moi, j'ai quand même une maison à gérer en plus de mon fils. Et il faut que j'aille faire des courses. Donc, mon fils a connu sa première sortie dans le monde à 4 jours. Puisque Waouh. je le mets dans sa enfin, dans son cosy dans la voiture. Et puis, on part et on va faire des courses en poussette, quoi. Parce Et que toi, tu comment à ce moment-là? Enfin, ah moi je suis psychologiquement toujours, surtout? alors physiquement je suis toujours en pleine forme. Psychologiquement en fait je suis tellement dedans, et puis je suis contente d'aller bien et j'ai besoin de sortir et de voir des gens et Ouais. de pas m'enfermer toute seule donc ça va en fait, au début de la grossesse ça va. Et puis, très vite je me rends compte que la poussette c'est quand même, un peu, contraignant donc j'avais pris des cours de portage pendant ma grossesse. Je retrouve très vite les gestes et quand il a eu une semaine de vie, mon fils se promène en écharpe avec moi partout, quoi. Je n'arrête pas de vivre, en fait. Je continue à vivre exactement comme avant, sauf que j'ai mon fils avec moi et que je fais des pauses pour l'allaiter, quoi. C'est à peu près la Ouais. seule différence. Donc non, ça se passe. Le début se passe très très bien, et sauf que le début dure. C'est-à-dire, cette situation d'entre-deux où il devait travailler beaucoup et où moi je gérais toute seule, ça dure. Ça dure jusqu'à mi-septembre, fin septembre, je pense, Donc où il a bien 2 mois. ouais, où il a ses horaires vraiment compliqués. Et moi, pendant ce temps-là, il faut quand même que je continue à faire tourner la maison. Il faut que je m'occupe de mon fils, qui lui a par contre des gros problèmes de sommeil. Il a énormément de mal à s'endormir et il se réveille très souvent la nuit. Souvent, on est sur un réveil toutes les heures, quoi. Et donc, je récupère pas la nuit. À partir de quand? Parce que tu disais qu'à la maternité, il À la dormait bien. maternité, ça allait et je pense qu'il a bien dormi 15 jours à la maison. Et puis après, ça a commencé à partir en n'importe quoi.
Je sais pas exactement, je ne saurais pas te dire. Ouais. Mais ce que je me souviens surtout de ces premiers mois, c'était que il en fait, la journée, il avait pas trop de problèmes à dormir. Il dormait plutôt bien, mais la nuit, il fallait que je me relève toutes les heures pour lui redonner un coup de sein pour qu'il se rendorme, quoi. Et des fois, il se rendormait pas tout de suite. C'était souvent que je passais une demi heure avec lui, et donc une demi heure avec lui à le rendormir, il dormait 1 heure, moi j'avais à peine le temps de me rendormir et qu'il se réveillait déjà, quoi. Le sommeil hyper haché comme ça, c'est dur, et quand en plus tu as aucun soutien derrière, et qu'il faut que tu continues à gérer, la maison, les courses, la lessive, tout ça, c'est dur. T'étais seule, C'est Ouais, totalement en tu fait. tu te sens seule, et là, mes copines du forum, m'ont beaucoup aidée, parce que, grâce à elles, je me sentais vraiment pas seule, et on est 4 en fait à avoir accouché à peu près en même temps sur 1 mois, on va dire, et donc qui avaient exactement les mêmes problématiques que moi au même moment. Donc ça Tu m'a fait du pouvais bien. trouver quelques solutions un petit peu, C'est ça. Il y avait des solutions, il y avait des pistes en tout cas. J'avais pas forcément la solution, mais j'avais des pistes, et puis j'avais aussi une oreille qui me permettait de me plaindre, la nuit, ouais. sans que je sois jugée. Parce que mon conjoint râlait quand je le réveillais pour aller, enfin, quand je me levais pour aller, voir Louis, heu, ben, ça le réveillait, donc il râlait. Parce Lui, que il y allait jamais? lui, il y allait jamais, et puis il prenait quand même à 7 heures le matin, donc il se levait à 5:30, donc ça l'empêchait de dormir, donc il râlait, quoi. Et du coup, il était là la nuit? Vu qu'il rentre à 21h30, Ouais, c'est il ça? était là la nuit, mais il a quand même jamais géré, il a jamais géré du Et point, oui, c'est en ça, il fait. a jamais géré du tout, que ce soit Non, la nuit ou non, non, il a jamais géré du tout, OK, et et voilà. tu reprends le boulot quand? Ben, je reprends le boulot, dès que je peux, en fait, dès la fin de mon congé mater, Louis a 3 mois et demi. J'ai trouvé une nourrice qui est dans ma rue, donc et qui est, vraiment bien. Quand, j'en parle aux gens, on me dit: «Oh, tu de la chance que ce soit elle, qu'elle ait une place», donc je sais qu'elle est Très très, très chouette. bien. Ouais, elle est dans ma rue, donc c'est pratique parce que moi je suis en télétravail. Donc j'ai pas besoin de prendre la voiture pour aller au boulot, et j'avais pas envie d'avoir besoin de prendre la voiture juste pour déposer mon fils le matin puis revenir, quoi. Donc c'est très pratique, elle est très bien, et à 3 mois et demi, je reprends le travail parce que moi j'ai besoin, j'en peux plus en fait d'être à la maison en permanence, de ne faire que m'occuper de mon fils, heu et de rien faire d'autre, quoi. J'ai besoin d'avoir un peu de stimulation intellectuelle. Oui. Donc je suis très contente de reprendre le boulot, ça se passe très bien, la reprise du boulot, mes collègues m'attendent, avec impatience, et je reprends le boulot comme si je l'avais quitté la veille, quoi. Donc ton congé maternité n'a pas du tout eu d'impact sur ton travail? Non, pas du tout. Vraiment, quand je pars en congé maternité, au mois de juin, heu, je commence à, avoir une petite évolution de carrière. Je sens que je prends de plus en plus de responsabilités, et j'ai vraiment un peu peur que ce congé mat, arrête tout, et quand je reviens, c'est vraiment comme si j'étais pas partie, on reprend où on en était sur, la formation, sur mes nouvelles responsabilités, et cetera, quoi. Ce serait génial si ça se passait tout le temps comme ça. Non, C'est ouais, comme ça que ça devrait se passer, en fait. j'ai vraiment une entreprise, je bosse vraiment pour une entreprise qui est vraiment très bien, là-dessus, qui m'a vraiment d'ailleurs beaucoup aidée pendant mon congé, enfin pendant ma grossesse, en me disant que les horaires, de boulot, on s'en foutait un peu, et que le principal c'était que moi j'aille bien, et qu'ils avaient aucun souci avec le fait que je fasse 2 heures de sieste en début d'après-midi par exemple parce que j'étais naze, et qu'ils préféraient que je bosse, jusqu'au bout, même si c'était qu'à mi-temps, plutôt que d'essayer de bosser, comme il faut, mais que je m'arrête, parce que j'en peux plus. Ils m'ont, supprimé j'ai pas mal de déplacements professionnels, donc ils m'ont dit à partir du moment où ils ont su que j'étais enceinte, que j'arrêtais les déplacements et qu'on s'arrangerait autrement parce qu'il était hors de question que je me fatigue, voilà. Donc j'ai vraiment une boîte qui est hyper bien là-dessus, et Ça fait avec plaisir de savoir que ça existe. ah ouais, 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 avec des patrons qui sont vraiment humains, on va dire. Et Ouais. j'avais la chance aussi, je pense que ça a un petit peu joué, que j'ai 2 chefs, et un de mes 2 chefs, sa femme était enceinte en même temps que moi.
elle était enceinte de 2 mois de plus que moi. Donc lui savait, sa femme est infirmière, donc lui savait ce que c'était d'obliger les gens à bosser jusqu'au bout et de finir dans un état pas possible, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça a aidé aussi à ça, mais de toute façon, mes patrons sont des gens très très humains et des gens très bien. Donc ouais, heureusement que j'étais dans cette boîte-là pour ma grossesse parce que je pense que sinon ça aurait vraiment été encore plus dur. Et c'était déjà bien assez dur. Et du coup, tu disais que ça s'était très bien passé et que enfin, que tu avais repris ton ascension, que tu avais commencé à la fin de ta grossesse, au début de ton congé maternité. Tu peux me raconter ça? Ouais, en fait, j'étais jusque-là, j'étais ingénieure sur le côté un peu production, j'étais intégratrice et ça fait 7 ans que je fais ça, j'en ai un petit peu marre et donc un peu avant de tomber enceinte, je commence à dire à mes patrons que j'en peux plus, des clients, chiants, on va dire ça comme ça, de faire tout le temps le même boulot et petit à petit, ils m'amènent sans vraiment que je le voie, à faire, plutôt du commerce. Alors, au début, c'est vraiment juste de la rédaction de documents et cetera et au fur et à mesure donc comme si ma grossesse n'avait pas existé, hein, vraiment, la progression est linéaire. Les 4 mois de congé mat, c'est vraiment une pause, au milieu de ça, quoi. Et ben, je prends de plus en plus de responsabilités sur la partie commerce et on décide, quand Louis avait 1 an, de me faire basculer complètement du côté de la partie commerciale, en fait, de la société, où je vais travailler avec, le grand patron, qui était jusque-là le seul commercial, pour justement développer un peu cette partie commerce. C'est tout un nouveau boulot, qu'il faut que j'apprenne, et en même temps, qui me donne énormément de responsabilités. Je suis dans le même temps, élue au CSE, donc déléguée du personnel, de ma boîte. Je prends de plus en plus de responsabilités sur toute la partie recrutement. Tout ça en Je combien de temps? En 1 an après mon retour, de congé mat. Ah oui, donc rapidement. Ouais, plutôt rapidement et tout en douceur et tout se passe très bien. Je tiens quand même aussi à préciser que mon évolution salariale, a pas du tout été impactée par ma grossesse, parce que j'ai été augmentée, au moins autant que les autres, si ce n'est plus, je pense, dû à mes nouvelles fonctions. Enfin, voilà, c'est vraiment un environnement qui est hyper positif et je monte comme ça, je monte petit à petit et il y a 6 mois, bah, on me propose de faire partie de ce qui pourrait être assimilé à un comité de direction. Alors c'est pas officiellement le nom du comité de direction, mais voilà, c'est ce qui ressemble le plus, c'est, les 6 plus anciens, de la boîte, donc les 2 chefs et les 4 anciens, pour, prendre les décisions stratégiques, qui concernent la société. Waouh, Donc félicitations en retard. merci et donc je me retrouve propulsée au comité de direction, avec un enfant qui a pas encore 2 ans et pour moi, c'est vraiment une grande fierté personnelle parce que, ç ça prouve que ça existe, les boîtes en fait où, Ouais, avoir un enfant te freine pas dans ta carrière, quoi. c'est possible. Les autres patrons, inspirez-vous. Ouais, 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 c'est possible, ils peuvent vous donner des cours, mes patrons si vous voulez. Et comment tu gères, cette, ascension? Surtout, j'imagine que l'apprentissage d'un tout nouveau boulot, toutes ces nouvelles responsabilités, ça doit te donner une charge, de travail et une charge mentale assez énorme. Comment tu gères ça, en avec, la gestion de ton fils et surtout la gestion de ton fils toute seule? Bah, oui, parce que je gère toujours mon fils toute seule, hein, la plupart du temps, enfin, mon conjoint est toujours pas vraiment impliqué. Alors plus mon fils grandit et plus il s'en occupe parce qu'il devient sans doute de plus en plus intéressant quand il commence à marcher, quand il commence à parler, ça devient une vraie personne donc il s'en occupe un peu mais il s'en occupe vraiment que pour les bons côtés et moi à côté de ça, ben, j'ai des heures à faire, de boulot, un peu au-delà des heures, normales on va dire, parce que, j'ai gardé encore un pied dans le côté production pour finir de former, les collègues qui me remplacent. Donc j'ai pas mal de boulot. Heu, J'arrive
j'arrive pas à m'arrêter en fait de travailler. Quand il faut que je finisse un truc, je le finis, quoi. Ouais, tu boostée par, tous ces nouveaux challenges. Ouais, ça donne envie de prouver qu'ils ont eu raison, Oui. de me faire confiance et j'ai beaucoup de mal à en fait, mon fils m'empêche de m'organiser comme je veux dans mes journées. C'est-à-dire que je le dépose à 9h chez la nourrice, je le récupère à 18h, donc mes horaires de boulot, c'est 9h05, 6h moins 5, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup de mal à m'habituer à être obligée de m'arrêter de travailler à 6h moins 5, même si je suis partie dans un truc, où il faut que je réfléchisse, où il faut que je continue et cetera. Et puis, une semaine sur 2, son père est en marée, donc il est pas là pour récupérer Louis chez la nourrice. Mais la semaine où il est là, je le pousse de plus en plus, quand j'ai vraiment besoin, à ce qu'il aille récupérer son fils chez la nourrice, mais il va jamais me proposer. Il va jamais me dire, «Ah, tu encore au boulot, je vais chercher Louis». Non, non, c'est moi qui suis obligée à chaque fois de lui dire, «Est-ce que tu peux aller chercher Louis chez la nourrice?» Il souffle et il y va, mais il souffle, quoi. Ah oui, limite, il te rend service et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça, il me rend service et donc j'ai tout ça qui se mélange un peu et qui fait qu'il y a des moments où j'en veux un peu à mon fils, de m'empêcher de travailler comme je veux et puis à côté de ça, il faut que je gère mes déplacements parce que mon boulot est comme je suis en télétravail, j'ai quand même pas mal de déplacements un peu, à droite à gauche, en France et et c'est une part non négociable de mon boulot. Et comment tu Donc t'organises? alors je reprends les déplacements très tôt, enfin en tout cas, si ce qu'internet considère très tôt. Le premier déplacement que je refais après la naissance de mon fils, il a 7 mois, et mon chef me dit, «Il faudrait qu'on arrive à se voir tous ensemble, toute la société, parce qu'on a des annonces à vous faire, donc ce serait quand même pas mal que tu sois là. Donc on va s'arranger, on va faire comme au mieux pour toi, mais il faudrait que tu sois là et mon siège social est à Lyon, donc faire l'aller-retour dans la journée, c'est compliqué, Oui, un petit peu, ouais. surtout sur les heures de boulot, quoi. Je peux pas partir de chez moi à 9h et être rentrée à 18h. Donc il va falloir que je passe une nuit là-bas et quand j'en parle, à mes copines, notamment, sur internet, elles ont toutes la même réaction, dire: «Oh, mais comment tu vas faire pour laisser ton fils une nuit?» Et en fait, c'est pas du tout ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le côté logistique. J'ai un fils qui est glouton, mais plus que glouton. À l'époque, il faut que je tire entre 1,5 litre et 1,75 litre de lait par jour pour la nourrice. Oui. Pour la nourrice, parce que je l'allaite en dehors. Donc je me dis que si je pars 2 jours, avec le un peu de rab, on sait jamais, il faut que j'ai 3 litres d'avance dans le congèle, quoi. Plus le soir pour son père, donc 4 litres, quoi. Donc Attirée, donc, à parce tirer que en tu plus l'allaitais encore oui, exclusivement, avec la bah, diversification, mais t'avais le en lait, il avait encore que du lait maternel? oui, en lait, il avait encore que du lait maternel. On a commencé la diversification très tôt d'ailleurs, hein, pour essayer de réduire un peu cette quantité de lait qu'il prenait chez la nourrice parce que moi j'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression d'être une vache laitière. Donc en plus du lait qu'il fallait que je tire pour le lendemain pour la nourrice, il fallait que j'arrive à tirer, 400 ou 500 millilitres de plus pour mettre au congèle, quoi. Donc mais c'était surtout ça qui m'inquiétait. Le fait de laisser mon Oui, fils je une comprends. nuit le fait de laisser mon fils une nuit, en fait, me paniquait pas plus que ça. Ce qui me paniquait là-dedans, c'était de me dire que son père allait être obligé de gérer et que je savais pas du tout comment il allait s'organiser. Donc j'ai fait venir ma belle-mère à la maison, pour lui filer un coup de main. Et j'ai appris, à son père à changer les couches, la veille de mon départ, puisque c'était la première fois qu'il changeait la couche de son fils. Il avait À 7 7 mois. mois donc? À 7 mois, voilà. Et quand je te dis que j'ai géré toute seule, j'ai tout géré toute seule, quoi. Ouais. Donc voilà et je pars en déplacement et là, c'est, une révélation. Quand je suis en déplacement, je me ressens, redevenir une femme, en fait et pas juste une maman. J'ai l'impression de pouvoir avoir à nouveau une vie, et d'exister, quoi. Et je culpabilise beaucoup de justement pas culpabiliser. Oui, C'est je vois c'est très un bien. peu c'est un peu contradictoire, mais je profite à fond de ce moment. On est au mois de février, donc voilà, mon fils a 7 mois et quelques. Je profite à fond de ce moment et à aucun moment, en fait, mon fils me manque. Et c'est ça qui me fait culpabiliser énormément, quand je rentre. Donc voilà et après, ben, j'ai continué les déplacements, toujours dans cette même idée que en fait,
quand je quittais la maison, je savais que, il y avait soit mes parents, soit, ma belle-mère, qui géraient parce que j'avais quand même pas vraiment confiance dans mon conjoint pour gérer complètement son fils. Donc voilà, il y avait toujours quelqu'un d'autre à la maison pour lui filer un coup de main et je sais très bien que c'est eux qui géraient et pas lui, pardon. Mais voilà, moi je partais et ça me faisait énormément de bien à la tête de couper en fait complètement de ce rôle de mère, que j'ai du mal à prendre en fait, enfin que j'ai été obligée de prendre de force parce que j'étais toute seule à gérer et quand je suis pas à la maison, je redeviens une femme. Ouais, mère, maîtresse de maison, tu faisais tout, absolument tout. Voilà, c'est ça et j'avais plus le temps d'être une femme, en fait. Je Ouais. Oui, donc effectivement, ça devait être sacrément salvateur. Ouais, 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 ça m'a fait énormément de bien. Je pense aussi que c'est ce qui m'a sauvée. Je me rends compte, en fait, à mon premier déplacement, quand je rentre, que je suis au fond du trou à la maison. J'ai pas envie de rentrer à la maison parce que j'y suis pas bien. Hem et c'est là que je me rends compte qu'en fait, je suis sans doute en dépression postpartum. Heu, Même si je m'en étais pas rendu compte avant, le fait de sortir du contexte et d'y revenir et quand je vois l'état dans lequel ça me met de revenir à la maison et de revenir m'occuper de mon fils, je me rends compte que j'ai fait sans doute une DPP et c'est à ce moment-là que je commence à en sortir d'ailleurs. Ça Ouais, de c'est un t'en rendre peu compte, ça a été le ouais, premier pas, vers la guérison. c'est ça. Alors après je saurais pas dire si j'en suis encore tout à fait sortie aujourd'hui, hein, j'ai encore des rechutes, on va dire. Mais à ce moment-là, quand je rentre de ce premier déplacement, c'est sûr et certain que je suis en plein milieu d'une DPP. Parce que je suis à bout, je passe mon temps à pleurer, et j'ai énormément de mal à faire le lien avec mon fils. Je m'en occupe, heu, il est nourri, il est propre, il dort, je joue avec, voilà. Mais j'ai pas ce ce lien fusionnel avec lui, toujours pas. Voilà, c'est un peu, et c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle pas. Les mères sont censées être, amoureuses de leur enfant au premier regard à l'accouchement. Des fois, on leur dit, ça peut prendre, quelques semaines, mais moi je suis à 8 mois, mon fils a 8 mois et je ne ressens toujours pas ça et c'est une autre culpabilité en fait aussi, Ouais, et de te rendre compte de cette dépression postpartum, ça qu'est-ce que tu as mis en p tu mis quelque chose en place ou tu as pas pu à ce moment-là? C'était pas encore possible psychologiquement? ben, ce Comment que tu as géré ça? Comment tu as géré cette révélation surtout, en fait? bah, j'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai pendant 3 jours, je pense que j'ai sorti tout ce que j'avais en fait, en pleurant. Ouais, Heu, je suis rentrée de déplacement, j'ai passé 3 jours à pleurer et je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de sortir de la maison, parce que j'étais très seule à la maison. Ma relation avec mon conjoint s'était un peu distendue, même depuis un peu avant l'arrivée de mon fils. Hem, on et lui, il n'est pas très sociable, on va dire. On avait, un peu arrêté de voir, les copains. Je me sentais très seule à la maison et en fait, je passais mes journées toute seule à la maison à travailler et le soir toute seule à la maison à gérer mon fils ouais, plus les tâches et ménagères, plus, plus tout le reste quoi, et à gérer mon conjoint aussi parce que, ça restait un grand enfant, on va dire, et que, j'avais toute la charge mentale, vraiment, 100 de la charge mentale, de la maison, quoi. Donc tu m'étonnes que j'avais tu en pouvais plus. j'avais tout ça à gérer et je me suis rendu compte que sortir de ce contexte, même si c'est 48 heures, mais sortir complètement, c'est ce qui allait me sauver. Donc j'ai qu'on repris les déplacements, régulièrement, heu, enfin en tout cas j'en ai refait 2 et puis après on a une pandémie qui nous est tombée dessus Plus de et choses, paf, confinés à la maison, plus de déplacements, plus rien du tout et là j'ai fait une petite rechute, ouais, ça commençait à aller mieux et plus pouvoir rien faire. C'est-à-dire que ma sortie quand même de la semaine, c'était d'aller chercher du pain. C'était la seule personne en dehors de la nourrice que je voyais. Ouais, ça a été un petit peu dur à vivre. Heu, oui, mais j'imagine. Tout ce et en qui me te faisait du bien t'était Ouais, c'est on interdit au m'enlève, final. c'est ça mais
je pense quand même que le premier confinement a eu un effet bénéfique sur le lien entre, mon fils et son père. Parce que, ben, mon conjoint avait pris pour habitude de partir tous les week-ends, il avait toujours des trucs à faire au boulot ou avec des potes ou des trucs comme ça. Et là, on se retrouvait à être un petit peu forcés d'être tous les 3 à la maison le week-end. Ah oui, il restait même pas le week-end. Alors il Non, travaillait alors toute la il y avait semaine, mais voilà, un week-end sur 2, il travaillait de toute façon, donc on faisait rien ensemble. Mais l'autre week-end, je sentais bien que dès qu'il pouvait, il avait toujours, un copain à aider à déménager, un truc à faire à droite à gauche, ouais, ou il m'empêchait pas de venir avec lui, mais, avec un fils qui a 6 mois, c'est compliqué. c'est compliqué, quoi. Donc finalement, moi, je restais à la maison et même le week-end, j'étais toute seule à m'occuper de mon fils. Et le confinement, le fait qu'il puisse plus sortir et aller se promener à droite à gauche, l'a obligé un petit peu à rester à la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à avoir un lien entre Louis et son père, quoi. Il s'est rendu compte qu'en fait, son fils pouvait être intéressant. À petite dose, hein, parce que c'était quand même, il s'en occupait quand ça allait bien et puis dès que ça allait pas, il me le refilait, mais j'ai commencé à sentir un lien à ce moment-là, quoi. Donc pour moi, le confinement était dur, mais je pense que pour mon fils, ça a été un peu bénéfique, vis-à-vis de son père. Ouais. Et votre relation de couple? Ah bah, notre relation de couple a disparu en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment qu'on était colocataires. Heu, on partageait plus rien, heu, c'est-à-dire que même notre fils, on le partageait pas quoi, en fait. Il s'en occupait pour me rendre service quand je pouvais pas m'en occuper, mais c'était très rare qu'on s'en occupe à 2 en même temps. Et puis, juste, couple, ben, on avait plus vraiment de choses en commun. Moi, je sentais bien que je m'éloignais, enfin qu'on s'éloignait quoi. C'est pas forcément moi ou lui, mais on était vraiment coloc et même niveau intime, on va dire, il se passait plus rien. Et c'était pas franchement la faute, de Louis, parce qu'on peut se dire que c'est parce qu'il y a Louis, parce que voilà, mais très vite, mon fils est allé, passer une nuit, chez, mes parents, chez sa mère, enfin chez la mère de mon conjoint, chez ma sœur, enfin voilà, très vite, on a réussi à le laisser une nuit, à droite à gauche et enfin à partir du moment où il avait 1 an et demi et donc ça nous laissait, une nuit, ensemble quoi. On se faisait un week-end, moi j'espérais avoir un week-end en amoureux et ben la 1re fois où on a fait ça, on a déposé, notre fils chez sa mère, on est rentré à la maison et il s'est installé devant la console et il a OK. pas bougé de la console de toute la soirée. Ouais, donc pour le week-end en amoureux, c'est Voilà, se retrouver, c'était compliqué dans ces conditions, quoi, s'il fait pas un minimum d'efforts, je comprends qu'avoir un enfant, ça peut te bouleverser la dynamique de couple, mais ça devenait, invivable pour moi aussi. On a acheté la maison dans lequel je suis là aujourd'hui il y a 8 ans. Les travaux sont pas finis. Donc j'avais pas envie de rentrer en fait quand je partais en déplacement, j'avais pas envie de rentrer parce que je savais que je rentrais dans une maison, qui était pas finie, qu'il aurait rien fait, tâches ménagères, tu vois? De la semaine où j'étais partie. J'allais rentrer, il y allait avoir une semaine de vaisselle dans l'évier alors qu'on a un lave-vaisselle. ah oui, à ce point? Ah c'était Et rien du tout, quoi. la maison allait être, crade et j'avais plus envie de rentrer, j'avais plus envie de faire l'effort et on communiquait plus. Alors déjà qu'il a toujours eu beaucoup de mal à communiquer et à dire ce qu'il pensait et cetera, mais là c'était plus rien du tout. Nos soirées, c'était, on regarde la télé, chacun dans notre canapé et si on s'échange 3 mots, on est content, quoi. D'accord. Donc voilà, disons que, plus ça allait et moins on ressemblait à un couple, plus on ressemblait à des colocs, heu, qui partageaient le même lit, mais chacun de notre côté du lit, quoi. Et en plus, c'était un coloc avec lequel j'avais pas envie de vivre, en colocation. C'est-à-dire que quand tu as un coloc, qui laisse la maison, sale en permanence, c'est pas un bon coloc, quoi. Oui, tu attends pas la même chose d'un coloc que d'un partenaire de vie. C'est ça. Donc voilà et puis, j'ai, des amis
m'ont un peu ouvert les yeux en me disant que c'était pas normal en fait. Moi, je m'étais vraiment habituée à ce schéma. Ben, lui, il bosse beaucoup, donc c'est à moi de gérer. Sauf que ben, avec le temps et mes responsabilités pro, eh ben, moi aussi, j'avais beaucoup à gérer et j'avais beaucoup à faire, et c'était quand même moi qui gérais toute la maison. C'est- C'était voilà, j'étais plus heureuse avec le père de mon fils, et puis j'ai commencé à réfléchir à pas rester avec. T'avais essayé d'en discuter de ça avec lui? J'ai essayé plusieurs fois de lui dire qu'il y avait des choses qui me gênaient en fait, notamment l'histoire que la maison soit pas finie. Ça fait 8 ans que je vis dans un salon où il y a le placo mais pas la peinture, tu vois. Ouais. Euh, et puis ben il se passait rien, et, et avec Louis c'est difficile de faire des travaux. Enfin c'est nous qui les faisons les travaux, donc avec Louis c'est difficile, mais il y a plusieurs fois où il était en vacances pendant que moi j'étais en déplacement. Il mettait quand même Louis chez la nourrice, donc il aurait pu avancer un peu dans les travaux pendant cette semaine-là, quoi. Et mais non, il l'a jamais fait. Et j'ai essayé plusieurs fois d'amorcer le sujet et ça a rien changé. Ou alors il me promettait de changer, ça durait 3 jours et puis il revenait à ses vieilles habitudes, quoi. Ouais, je vois. Donc au bout d'un moment, t'as plus envie de faire des efforts et puis tu te rends compte que c'est pas normal en fait. Que je commençais à me dire que je méritais mieux que ça. Et ça a amené où ça? Ça a amené à ce que donc là on est au mois de novembre 2021. Au mois de juin, j'ai commencé à réfléchir vraiment à le quitter et à m'organiser. Donc j'ai commencé à regarder financièrement si ça pouvait le faire, si j'étais capable d'assumer toute seule. Moi, dans ma tête, de toute façon, c'était moi qui récupérais la gestion de mon fils à temps plein, et j'étais contente si son père voulait bien le voir un week-end sur deux. Donc je suis partie vraiment dans cette optique-là de je vais vivre toute seule. Donc, Ça changeait pas voilà. grand-chose à ce que tu avais Non, déjà au final. ça changeait pas grand-chose. Ma seule préoccupation, mes deux seules préoccupations, c'était financièrement, parce qu'on avait quand même deux salaires à la maison, Oui. et pour mes déplacements. Parce qu'il gérait quand même un petit peu pendant mes déplacements, où au moins il y avait sa mère qui venait, quoi. Donc, et je ne m'imagine pas vivre sans mes déplacements. Donc, voilà, c'était mes deux seules préoccupations en fait. L'idée de m'occuper de mon fils en permanence toute seule, c'était vraiment pas un problème. Donc je commence à réfléchir à tout ça, et puis j'en discute avec des gens autour, et j'en discute notamment avec des copains à lui, avec qui lui a perdu un petit peu le contact, et moi je l'ai gardé parce que c'était moi qui m'occupais de la partie sociale de notre vie. Euh, et donc j'en discute avec eux, sans leur dire que je pense à le quitter, mais en le laissant sous-entendre en fait. Et ce qui me perturbe beaucoup à l'époque, c'est que tous me disent: «Non mais t'as raison, ça fait 15 ans qu'il a pas grandi». Dans sa tête, il est toujours un ado, quoi. Heu, donc il y en a aucun qui me dit: «Non mais il faut lui laisser une chance, ça peut marcher», et cetera. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis la dernière, c'est un peu comme quand tu es cocu, quoi. Tu es toujours, Ouais. celle qui est concernée, qui est la dernière au courant, et là, je me rends compte, en fait, que tout notre entourage, s'étonne encore qu'on soit ensemble, quoi, qu'on soit toujours ensemble. Ça doit être une sacrée claque. Ouais, c'est une sacrée claque, et en même temps, je me dis, «Bah, c'est pas moi le problème, c'est bien Ouais. lui». Ça valide tes ressentis. Ouais. Donc je m'organise, et puis début août, je prends mon courage à deux mains et je lui dis que je ressens plus rien et que j'en ai marre et que c'est fini. Et il dit rien. Il me c'est un peu, je crois qu'il me répond: «OK», et on va se coucher. Alors du coup, moi je déménage dans la chambre d'amis, on va se coucher, et voilà. Et le lendemain, je pars en déplacement 3 jours. Moi je suis 3 jours pour le boulot, absente. Donc je lui dis: «Prends des 3 jours pour réfléchir à ce que tu veux, à ce que tu as envie, et quand je rentre, on discute, logistique, qui garde la maison, comment on fait pour Louis, et cetera». Et je rentre, et là il me dit: «Bon écoute, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit, je suis prêt à faire des efforts. Pour te prouver, j'ai démissionné». D'accord.
Ok. Un de mes reproches en fait que je lui avais fait, c'était que ça fait 10 ans qu'il se plaint de son boulot qui est trop dur et qu'il paye pas. Il a eu, D'accord. il a eu plusieurs fois des opportunités de changer de boulot, mais qui nécessitaient un petit peu d'engagement de sa part, c'est-à-dire aller déposer un CV dans une boîte qui attendait qu'il dépose son CV. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur de l'investissement majeur, quoi. Et même ça, il le faisait pas. Donc voilà, c'est ça que je lui reprochais. C'était pas de pas changer de boulot, c'était de passer trop de temps au boulot, de s'en plaindre et de rien faire pour améliorer ça. Donc sa réponse a été j'ai démissionné. Et là, je me suis sentie entre trahie et mise au pied du mur. Parce que je dis attends, je suis en train de te quitter et tu vas me faire culpabiliser de te quitter de te laisser sans ressources. Ouais, prise au piège. Ouais, voilà, prise au piège. Et ça a complètement validé en fait mon ressenti primaire qui était de dire en fait il comprend rien quoi. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce que je veux lui dire. Effectivement, il a pas grandi. Donc voilà, et plein de conneries, pardon du terme, mais plein de conneries dans le même genre, de grandes actions qu'il allait faire. Il m'a expliqué que s'il travaillait autant, c'était pour faire les travaux dans la maison. Donc, enfin, des, 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 des explications qui avaient vraiment aucun sens. Et du coup, Et, avec tout ça, t'en as fait quoi? Eh ben, j'ai tenu bon. Ça a été très dur parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire non et à faire du mal aux gens, volontairement en tout cas. Donc ça a été hyper dur pour moi, mais j'ai tenu bon parce que j'étais persuadée que c'était la bonne chose pour moi et pour mon fils. Je pense que ça c'était pas une bonne chose qu'on continue à habiter ensemble pour lui et pour moi, quoi. Et là, il m'a énormément surprise, en fait, mon conjoint, enfin mon ex-conjoint du coup maintenant, en me disant que lui, il voulait continuer à avoir son fils et que il voudrait tester une semaine sur deux, la garde alternée. Je tombe un peu des nues parce que ça vient de nulle part. Et Oui, c'est même, surprenant, vu tout c'est- ce qui s'est passé depuis la voilà, conception. il s'en est jamais vraiment occupé. Et là, quand je lui annonce que je le quitte, tout d'un coup, il veut s'en occuper une semaine sur deux. Je pense qu'il y a une part de c'est ce que la société voudrait que je fasse, et une part de je vais essayer de l'attendrir et de la faire revenir comme ça. Ah oui? Je pense. Après, je peux me tromper, hein, je suis pas dans sa tête. Mais voilà, c'est ce que je me dis. Donc on se, on se met d'accord qu'on se sépare et lui comprend pas. Ouais, je veux dire, on est un petit peu sur le même principe que la grossesse. Il est dans le déni complet. Ouais. Moi, j'ai fait mes calculs, je peux continuer à garder la maison et payer le prêt toute seule, lui il ne peut pas. Donc, on s'est mis d'accord que c'était moi qui gardais la maison. Mais il reste habité là. Il part pas. Et il vit comme avant, quoi. C'est moi qui continue à faire les lessives, c'est moi qui continue à faire les courses, pour 2 à chaque fois, enfin, pas pour 3 avec lui, Il mais a réagi exactement de la même manière que quand tu es tombée enceinte. voilà, c'est ça, ça n'existe pas. Donc j'ai fini par me fâcher, en fait, en lui disant que maintenant il fallait qu'il parte. On n'était plus ensemble, c'était fini. Et donc c'était début août que je lui ai dit la première fois que je le quittais et il a quitté la maison, mi-octobre. Waouh, Ouais, c'est long. c'est long. C'est hyper long parce que au début, tu te dis: «Bon, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de se quitter en bons termes pour, notre fils». Et au bout d'un moment, tu as juste envie qu'il parte, quoi. S'il faut que je finisse par m'engueuler avec, je m'engueulerai avec, quoi, mais Oui, et puis, faut qu'il parte. faut construire ta vie, quoi, à un C'est moment ça. donné. Il y a quand même, la vie continue. Moi, je me rends compte plus le temps passe après la séparation, je me rends compte que c'était une relation qui était quand même très toxique, où, il me rabaissait en permanence et où, mes ascensions professionnelles, par exemple, ne comptaient pas. C'était toujours plus dur pour lui, enfin, c'était une Ouais. relation qui était toxique Mmh. et je m'en rends compte et je suis forcée de vivre avec lui jusqu'à ce qu'il parte. Il va Et y du avoir coup une ce sacrée rancœur qui s'installe, Ouais, ouais, ouais. Il y a il ce qui et je veux pas qu'elle s'installe cette rancœur parce qu'on partage quand même un fils. On a quand même un fils ensemble et que je veux quand même pour, heu, pour Louis que ça se passe bien. et justement, Louis,
Comment vous lui avez annoncé? Alors, on savait pas trop quand lui annoncer, parce qu'à 2 ans, c'est quand même un peu compliqué. On savait très bien qu'il fallait pas qu'on lui dise quand, la décision avait été prise, parce qu'en fait, de son point de vue, ça changeait rien. Papa et maman étaient toujours à la maison, tous les 2. Oui, Donc, tant qu'on habitait encore ensemble, enfin, tant qu'on vivait encore ensemble, hem, il fallait rien dire. Et puis, bah, on lui a dit au moment où, son père est parti vivre, ailleurs, que, papa et maman s'aimaient plus, mais que les papas et les mamans, ça aime toujours les enfants très fort, heu, mais que maintenant, bah, il allait passer, 1 semaine avec maman, 1 semaine avec papa. Et mais voilà, on sait pas trop ce qu'il a compris, le concept de semaine, c'est quand même assez flou pour un enfant de oui, 2 à ans, 2 ans, oui. donc mais ça pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. On on va voir. Donc là, ça fait un mois, un gros mois? Ouais, c'est ça, ça fait un gros mois, au moment où on enregistre qu'on fait de la garde alternée, donc 1 semaine sur 2. Heu, écoute, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. On fait des petits arrangements au niveau des horaires, de garde, parce qu'il faut qu'on prenne nos marques. Au début, on avait dit qu'on s'échangeait Louis le lundi et puis finalement c'est compliqué, donc on est revenu au dimanche soir. Plus facile pour tout le monde. Voilà, pour l'instant, on s'ajuste, on est en période d'ajustement. On a gardé la même nourrice, heu, qui habite près de chez moi. Son père est obligé de faire un détour, quand il va au boulot pour le déposer, mais ça permet d'avoir une certaine stabilité pour Louis Oui. quand même, de Mmh. de pas tout changer d'un coup, quoi. OK. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Heu, je me reconstruis, on va dire. J'ai l'impression d'avoir besoin de réapprendre à vivre. Comme je te disais, c'était une relation qui était plutôt toxique, en fait, donc j'ai l'impression d'avoir mis 15 ans de ma vie entre parenthèses et de me réveiller avec un fils, qui a 2 ans, en fait. À Heu, 30 ans, c'est long? 15 à ans? Bah, Ouais, à 15 ans, 30 ce ans, sera toujours long, mais c'est la moitié de ma vie, quoi. c'est ça. Donc enfin, j'ai pas mis 15 ans entre parenthèses parce que pendant ces 15 ans, j'ai fait mes études et j'ai trouvé mon boulot et voilà. C'est pas vraiment une parenthèse complète, mais au point de vue, couple, on va dire, c'est faut que je réapprenne, faut que je réapprenne à aimer, en fait, heu et à être bien en couple. J'avais quand même fortement intégré que le couple, heu, c'était, se mettre au service complètement de l'autre et je redécouvre petit à petit qu'en fait, non, c'est, avancer ensemble, quoi. C'est un partage. C'est un partage et puis, c'est des discussions. C'est un point qui m'avait toujours embêté beaucoup avec mon ex, c'était que je pouvais pas discuter avec lui. Ouais. Tu Il fallait que ça ait un but quand on parle, fallait que ce soit concret et puis, ben, on n'était jamais pas d'accord parce que je passais mon temps à faire des compromis, à lui proposer des trucs dont je pensais qu'il pouvait être d'accord, qui m'allaient pas moi forcément, mais, je pensais que ça allait lui aller et tout ça pour qu'il finisse par me répondre systématiquement: «De toute façon, tu fais toujours comme tu veux». D'accord. Ouais. Donc mais j'avais intégré ça. C'est insidieux, c'est vicieux, mais j'avais Oui. intégré ça et donc là, je réapprends à vivre, pour moi, heu et je suis, célibataire, 1 semaine sur 2 sans enfant et maman solo 1 semaine sur 2. Les semaines où je suis célibataire sans enfant, j'en profite pour revivre, en fait, et puis les semaines où je suis, maman solo, il y a des fois, c'est un petit peu dur parce que tu as plus de relais, en fait. Quand mon fils met 3 heures à s'endormir le soir et que j'ai qu'une envie, c'est de le passer par la fenêtre, hein, parce qu'il faut le dire, c'est épuisant. Tu Hem, avais fini par en avoir un petit peu du relais quand même? ouais, j'avais fini par en avoir un petit peu sur la fin où, il le faisait pas comme je l'aurais fait, mais ça me permettait une fois sur 2, enfin, un coup de temps en temps, de pas moi aller voir Louis pour lui dire pour la millième fois de se recoucher. Ouais. Parce que j'étais à bout et il sentait très bien quand j'étais à bout qu'il fallait qu'il y aille parce que ça pouvait être, dangereux, je pense, par moment, quoi et j'ai tapé plusieurs fois dans des portes, donc mon fils a quand même commencé à mieux dormir,
il y a quelques mois, donc ça facilite quand même, non, quand où j'ai pété les plombs, j'ai crié contre lui pour rien, juste parce qu'il voulait pas dormir, parce qu'il arrivait pas à dormir. Mais c'est dur de pas avoir de relais dans ces cas-là parce que, tu sais que t'en as pas, non seulement pour gérer, ton fils, mais pour te gérer toi. Quand Ouais, quand tu tu redescends, il y a pas le repas qui Ouais, t'attend, il y a pas, ouais. et puis il y a pas, un câlin, Oui, tu vois? Bon, après j'en avais déjà plus des câlins, mais j'avais quand même l'idée que ce serait potentiellement possible oui, qu'il je me vois. prenne dans ses bras, même si ça n'arrivait plus. Mais voilà, il y avait une présence et que là, tu redescends l'escalier et ben, tu es toute seule avec ton bol de soupe, quoi. Heu, c'est donc ouais, il y a des jours qui sont un peu difficiles, mais il y a aussi des jours qui sont magnifiques, parce qu'on passe des super bonnes journées et des super bonnes soirées, avec mon fils. Donc à gérer comme je veux et Ouais. notamment la télé, par exemple, tu vois? Mon conjoint ne supportait pas de vivre sans la télé allumée et moi, je suis pas très télé et puis, j'avais un peu de mal quand même parce que Louis passait ses journées, au final, avec la télé en bruit de fond, dès qu'il a été bébé. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir, se concentrer un peu sur ses idéaux de vie, et de ce qu'on veut transmettre, à son enfant. Et Ouais. ce que je voulais lui transmettre, c'était clairement pas la télé allumée en permanence, quoi. Donc je Mmh. sais qu'il l'a quand il est chez son père, mais une semaine sur 2, il y a pas la télé, quoi. Oui, puis de toute façon, j'imagine que enfin, c'est pas j'imagine, tu pourras jamais contrôler, tout ce qui se passe chez son père maintenant, donc autant, se focaliser sur, ce qui se passe chez toi, c'est Oui, chouette. oui, puis c'est aussi une manière d'enfin, créer le lien avec mon fils. Tu sais, je te Ouais. disais que j'avais eu beaucoup de mal à créer les liens et ça commence là, en fait. C'est vraiment, j'en suis toujours pas au point où je pourrais mourir pour mon fils, par exemple. Quand je lis des mamans qui pourraient mourir pour leurs enfants, moi, c'est pas un sentiment que j'ai. C'est pas un truc que je ressens. Hem, Tu es encore en train c de construire le lien. Ouais, je suis encore en train de construire le lien qui est censé être immédiat à la naissance, quoi. Ouais. Il Ceci a 2 dit, ans et demi. peut-être que ça n'arrivera jamais, hein, je ne sais pas si toutes les mères ressentent ça, Non, a priori, alors j'ai lu des études quand même parce que ça commençait à m'inquiéter un peu quand même cette histoire. Heu, Tu peux très bien vivre sans avoir ce lien fusionnel avec ton enfant. oui, ça t'empêche Heu, pas de l'aimer, voilà, vraiment fort, j'ai hein. j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un petit garçon qui est génial, heu, que je trouve merveilleux. C'est mon fils. J'ai pas du tout de mal à dire que c'est mon fils. Mais j'ai jamais eu, envie de mourir pour le défendre et il y a encore des jours aujourd'hui où, ce qui est quand même très paradoxal parce que vu la puissance avec lequel je l'ai désiré, il y a des jours où je lui en veux d'être là parce que, il m'empêche de faire ce que je veux. Ouais, ça a rien à voir, hein, entre ce Je désir de grossesse et je enfin, sais, c'est mais le jour et la nuit pour le coup, hein. c'est difficile de ressentir ça. J'imagine, En ouais. fait, ce qui est surtout difficile là-dedans, c'est de se dire que tu as personne à qui en parler. Parce que la 1re personne à qui tu as envie de dire: «Putain, j'en peux plus ce soir», c'est le père. Ouais. Ou la phrase, «Mais qu'est-ce qui nous a pris de faire un enfant?» C'était une phrase que j'ai pensée, souvent, mais que je ne pouvais pas me permettre de dire à son père, puisque lui n'en voulait pas. Ouais, Donc il y j'aurais a pas pas eu de le soutien. soutien que je Mmh. voulais et ça aurait même été pire. Et c'est ce genre de phrase qui est en fait, je pense qu'une fois quand tu peux les dire au moment où tu le ressens, ça te ronge pas. Mais quand tu peux pas, tu tournes en boucle dessus, en fait et tu te dis: «Mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'a pris de faire un enfant? Pourquoi est-ce que j'ai fait un enfant?» Et je suis tellement bien les semaines où j'ai pas mon fils, qu'il y a des fois où je regrette, en fait, d'avoir eu un enfant et puis les semaines où je l'ai, heu, je suis contente de l'avoir et je suis heureuse de l'avoir eu. Je suis heureuse de Ouais, l'avoir et je suis heureuse de l'aider à grandir et je suis fière de mon fils. c'est une Mais organisation qui te convient bien alors. oui, 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 c'est mais il me manque quand même, j'ai quand même l'impression qu'il me manque un bout, tu vois, de lien et de ouais, de lien avec mon fils, quoi, Faudra qu'on refasse un épisode dans un an? ouais, c'est ça.
Pour on en faire ce reparle dans un bilan, an pour faire parce le que c'est point. vrai que là, c'est tout frais. C'est tout frais et puis, je sais pas comment ça va donner, avec son père. Est-ce qu'il va continuer à le prendre, 1 semaine sur 2 ou pas? Est-ce que comment est-ce que ça va comment est-ce que ça va évoluer? Il y a beaucoup de choses là aujourd'hui qui sont encore en suspens et dont je sais pas trop, où, où on va. Mais, et puis, d'ici là, j'aurais peut-être moi réussi à revivre et à avoir repris un peu confiance en moi. C'est Ouais, ce qui me ben, manquait. ce serait avec grand plaisir. Quand tu veux. Avant de terminer, j'ai une dernière question. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Alors c'est une question qui est hyper compliquée, à répondre parce que j'ai beaucoup de choses que je voudrais changer, mais je pense que, si je vais rester sur le thème de la maternité, c'est vraiment, il faut arrêter de culpabiliser les mères et qu'elles puissent dire ce qu'elles ressentent. Tu vois? Le fait que je sois heureuse de partir en déplacement et de laisser mon fils quand il a 8 mois, je l'ai vraiment ressenti comme, étant une mère indigne. Le fait de pas créer le lien avec mon fils, c'est simple, ça n'existe pas. C'est des choses qui existent, en fait et quand on en parle, entre nous, dans des petits groupes où on a hyper confiance les unes dans les autres, on se rend compte qu'en fait, on est plusieurs à ressentir ça et à vivre ça comme ça. Mais dans le monde, on va dire, ça n'existe pas. C'est la maternité se doit d'être, belle et magnifique et la raison principale de notre vie. Voilà, on peut avoir fait un enfant et pas en vouloir un deuxième parce qu'on se demande si on avait bien fait de faire le premier. C'est pas grave et je trouve qu'on culpabilise quand même beaucoup les mères, même si c'est de moins en moins, et qu'il y a une plus en plus d'ouverture de parole, on va dire. Mais, les mères sont quand même très culpabilisées pour tout. Quoi que tu fasses, c'est jamais la bonne chose, alors qu'en fait, quand tu es mère, tu essayes juste de faire ce qui est bon pour toi et pour ton enfant. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Sarah. De rien, Manon. Bah, du coup, je te dis à dans un an. À dans un an alors. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je souhaite à Sarah une belle reconstruction et j'espère sincèrement pouvoir faire le bilan de tout ça avec elle dans un an. Je n'ai rien à ajouter à sa conclusion, alors je ne ferai que le répéter. Stop à la culpabilisation des mères. Je te propose de nous retrouver sur mon Instagram pour parler de cet épisode et en attendant, je t'invite à noter ce podcast sur les plateformes ayant un système de notes et surtout, à partager à tes proches et moins proches pour qu'ils puissent aider le plus de mamans possible. Sur ce, à très vite!